Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat, un 18h sans images. En effet, nous avons un gros problème technique qui nous oblige à raccourcir cette édition de 18h. En voici néanmoins les principaux titres. L'Europe sera unie à quelques jours du sommet international de Washington. Nicolas Sarkozy a confirmé il y a quelques minutes une position commune sur la réforme financière, évidemment pour contrer la crise. Les Européens proposent déjà de se revoir. Un nouveau sommet, 100 jours après le G20, vous le savez, prévu du côté de Washington le 15 novembre prochain. L'actualité politique française, c'est bien sûr la surprise Ségolène Royal. Sa motion est arrivée en tête du scrutin interne du Parti socialiste. Les cartes sont donc complètement rebattues à quelques jours du congrès de Reims. Le sénateur de Paris, David Assouline, sera notre invité dans quelques instants. Et ce premier centre de rétention de sûreté à Fresnes, en région parisienne. Une ouverture qui relance bien sûr le débat sur cette rétention de sûreté. Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des prisons, sera avec nous dans quelques instants. Bonsoir Marie-Laetitia Bourriez. Bonsoir Pierre-Henri, bonsoir à tous. En l'absence d'images, et nous excusons bien entendu, et grâce à nos invités, nous allons pouvoir revenir sur l'actualité, entre autres politiques, de ce jour. David Assouline, merci d'être avec nous. Il y a eu hier soir, cette nuit, cette surprise Ségolène Royal, 29% des suffrages à l'issue de ce scrutin interne au Parti socialiste qui devait choisir entre les 6 motions présentées aux militants socialistes. Ça a été une surprise pour vous également, ce bon score? Non, ça a l'air d'être une surprise pour vous et pour beaucoup de commentateurs. Pour ceux qui, très sereinement et calmement, menaient les débats, rencontraient un écho fantastique auprès des militants, dans les sections, dans les fédérations, dans tous les coins de France. À chaque fois que Ségolène Royal faisait une réunion publique, l'affluence était énorme, tout le monde le constatait. Et donc, c'est ce qui s'est exprimé dans les urnes. Donc, pour moi, sans aucun triomphalisme depuis un mois, je savais qu'il fallait convaincre, et chacun d'entre nous a essayé de convaincre, et le résultat est là. Donc la stratégie de Ségolène Royal, je pense en particulier au congrès, pas le congrès, mais la soirée du Zénith il y a quelques semaines, très controversée. C'est la bonne direction, c'est la bonne stratégie pour elle, selon vous? La bonne stratégie, c'est celle de vouloir changer la politique et de vouloir changer profondément le Parti socialiste pour qu'il soit en réelle connexion avec la société, avec les citoyens. Et donc, toute sa façon d'aborder les choses, sa façon d'aborder l'actualité, d'être au plus près des préoccupations des Français, mais aussi de faire des discours, mais aussi de rassembler dans la fraternité les gens, les militants, c'est une nouvelle façon, c'est controversé, mais en tous les cas, je pense que c'est la bonne direction et on est beaucoup à le penser. Elle a en plus voulu pousser une équipe et c'est bien ce qu'il manque au Parti socialiste, une nouvelle génération. Voilà, des nouvelles pratiques, un nouveau rapport des militants à leur direction, des militants aux citoyens, le respect des militants. Tout cela, ce sont des thèmes qui ont beaucoup plu et qui sont plébiscités par les adhérents. Et il faudra que tout le monde en tienne compte maintenant, parce que ça devra être l'image du Parti socialiste pour qu'il recrée l'espoir. Alors, comme l'a rappelé François Hollande, la motion de Ségolène Royal n'est pas majoritaire, elle va donc devoir nouer des alliances. Alors, on a réparé une partie de notre problème technique, on va donc pouvoir voir un sujet justement sur les alliances qui sont en train de se nouer au Parti socialiste. Thomas Raguet. Certains l'avaient déjà enterré, la voici de retour au premier plan. Arrivée en tête du scrutin, Ségolène Royal a maintenant les cartes en main, mais conçoit qu'il va falloir négocier. Cette victoire qui m'est accordée aujourd'hui, en effet, est une victoire relative, puisqu'il n'y a pas de prime majoritaire qui me permettrait tout de suite de mettre le Parti socialiste au travail, donc il va falloir discuter. Mais Voilà, alors comme vous pouvez le constater, ce n'était pas tout à fait réparé. Alors David Assouline, on parlait donc de ces alliances. On est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Ségolène Royal veut rassembler avec qui? Est-ce qu'elle doit s'allier aujourd'hui? Le fait que sa motion est arrivée en tête lui donne la responsabilité de rassembler le Parti socialiste. Il serait inconcevable que un des objectifs du congrès du Parti socialiste dans quelques jours, ce ne soit pas d'être en ordre de marche, unis, entièrement tournés vers les problèmes des Français,
pour recréer cet espoir. Donc, elle noue l'ensemble des contacts nécessaires, sans exclusive, et donc il n'y a pas avec un tel. Benoît Hamon, Martine Aubry. Il n'y a que des socialistes. Nous avons voulu absolument faire que dans ce débat, il n'y ait pas d'anathème, il n'y ait pas de choses irréparables. Nous sommes restés sur les idées, ce qui donne encore plus de crédit à Ségolène Royal aujourd'hui pour pouvoir s'adresser à tous et dire, sur la base du changement qu'ont voulu les militants, voyons comment on peut travailler ensemble. Est-ce qu'une personne qui a autant d'ennemis peut rassembler? Écoutez, ce sont au sein du Parti Socialiste. Mais les militants du Parti Socialiste, beaucoup d'élus du Parti Socialiste ne rêvent que d'une chose, c'est du rassemblement. Et il faut de la fraternité, il faut arrêter les petites haines mesquines, en tous les cas, c'est ce qui a été plébiscité. Ça ne m'inquiète pas, puisque ce qui a été plébiscité, c'est l'inverse. Et donc je pense qu'une majorité de socialistes aujourd'hui veut cette fraternité, veut cette unité, veut qu'il n'y ait pas d'exclusif sur les personnes, veut que tous les talents soient rassemblés, parce qu'on en a, tout le monde le constate, vous-même vous dites sans arrêt, pourquoi il y a du gâchis comme ça? Eh bien, on va arrêter le gâchis, et c'est notre volonté pour ce congrès. Alors, est-ce que vous-même, David Assouline, vous avez aujourd'hui décroché votre téléphone et téléphoné, pris des contacts avec les amis de Martine Aubry, de Bertrand Delanoë ou d'autres? Moi-même non. Ségolène Royal ce matin a annoncé qu'elle commençait à le faire dans la journée, ce qu'elle a commencé à faire. Ça demande du temps. Et puis moi, je me suis attelé aussi à faire que l'ensemble des militants en France qui ont travaillé pour que cette motion arrive en tête puissent continuer leur travail pour qu'on se rassemble aussi dans les fédérations et que de la base au sommet, ce travail soit mené, cousu, disons, jusqu'au congrès de Reims. Les militants, est-ce qu'ils veulent ces alliances? Mais bien sûr que les militants veulent des alliances, mais quitte à attention, être non, une alliance, ce n'est pas du mécano. Hein. Ce que veulent les militants et ce que nous voulons, nous, ce n'est pas l'alliance qui immobilise tout le monde, qui fasse qu'on fasse des patchworks mous. Alors c'est quoi une alliance dynamique? Une alliance dynamique, c'est quand une motion est arrivée en tête, qu'elle a fixé le cap du changement profond, de l'espoir à recréer, et bien sur cette dynamique, on va rassembler et vous verrez qu'il y aura beaucoup d'unité, de la base au sommet, parce que tout le monde a conscience qu'il faut profiter de cet espoir et de cette dynamique. Il ne faut pas essayer à chaque fois d'éteindre les flammes qui s'allument. Au contraire, le Parti Socialiste maintenant a besoin de dire à Reims, on est de retour, et on ouvre grand les portes. Bon, cela dit, David Assouline, les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a des lignes de fracture, il y a des courants au Parti Socialiste, en particulier les velléités de Ségolène Royal de se rapprocher du MoDem, du centre de François Bayrou. C'est un point de clivage, c'est un point de fracture entre ses positions et les positions des autres aujourd'hui. Non, quand vous les simplifiez de cette façon, ça pourrait être un point de fracture. Bien. Aujourd'hui, Ségolène Royal et notre motion l'écrit. Hein. Nous voulons d'abord un Parti Socialiste fort. Parce que un Parti Socialiste qui n'est pas à 30%, qui n'a pas des centaines de milliers d'adhérents, ne peut pas aspirer sur les deux côtés, ne peut pas nouer des alliances dynamiques. Et ensuite, il y a nos deux ailes. Il y a l'extrême gauche qu'on doit interpeller, savoir jusqu'où elle veut faire un bout de chemin contre le sarkozysme, mais en positif, c'est-à-dire avec des propositions, en acceptant à un moment donné de prendre des responsabilités et de gouverner. Ils seront mis devant leurs responsabilités. Et du côté des démocrates, de la même façon. Il faut qu'on n'ait pas peur de notre ombre, et il faut absolument qu'on soit fort et très ouvert, parce que quand on est fort, on est tranquille pour s'ouvrir. Et ça ne remplace pas la stratégie d'abord de rassemblement à gauche, Parti Socialiste fort, d'abord Union des forces de gauche, c'est-à-dire les Verts et le Parti communiste, et ensuite, fort de ce rassemblement, ouverture sur nos ailes, tranquillement pour faire plus de 50%, parce qu'il faut 50% pour pouvoir gouverner la France. Ouverture sur les ailes, ça veut dire une synthèse, une de plus, j'allais dire, qui pourrait sortir du congrès de Reims? Je ne comprends pas votre question, parce que là, on parlait des alliés du Parti Socialiste. Vous me parlez d'une synthèse interne. Du Parti Socialiste, oui. Le mot synthèse a été galvaudé, parce que si c'est une façon de dissoudre toutes les aspérités et de faire... C'est dangereux, une synthèse, d'après vous ?
Non, c'est pas dangereux, les synthèses, si on prend le mot dans le dictionnaire, à partir du moment où elle est dynamique, où elle n'occulte pas les questions qui peuvent diviser, mais qui sont essentielles pour les Français. Il faut traiter les questions essentielles, il faut prendre des positions, et dans cet esprit dynamique, rassembler le plus largement, faire des synthèses, mais pas qui immobilisent, qui nous fassent avancer. Et aujourd'hui, est-ce que Ségolène Royal a intérêt à prendre la tête du parti ? Moi, je crois qu'elle a intérêt à être le leader du Parti socialiste, une figure. Le leader, c'est-à-dire le premier secrétaire, la première secrétaire. Mais c'est elle qui va nous dire. On l'a croyé au frigidaire, hein, c'est elle qui l'avait dit. Hein. C'est elle qui va nous dire ce qu'elle compte faire. En tous les cas, elle a vocation et la légitimité avec ce score de sa motion arrivée en tête de pouvoir le dire. Mais en même temps, elle l'a dit qu'elle n'en fait pas un préalable, comme elle l'avait dit avant pour pouvoir permettre que le débat ait lieu sur les idées, elle n'a pas changé de position. Il n'y a pas besoin de se presser là maintenant, puisque le vote interviendra bientôt. Il faut d'abord œuvrer au rassemblement et ensuite on saura bien quelle est sa décision, mais aussi quel est le fruit d'une discussion collective qu'elle a besoin d'avoir avec tous ses soutiens et aussi avec les partenaires pour créer une majorité. Mais elle vous en a pas parlé. Vous savez pas ce qu'elle veut, elle. Vous savez, moi, je suis rentré de Solferino après la compilation des résultats à 4 heures du matin. J'ai repris un peu le travail vers 8 heures du matin. Elle a été sur les ondes, elle prépare d'autres émissions, elle doit prendre les contacts avec les partenaires. Donc, on a des moments tranquilles pour discuter de ces choses-là. Et là, on est encore dans l'action immédiate d'après-scrutin. Discuter entre autres de ses positions. Un proche, François Lamy, un proche de Martine Aubry, demande ce soir à ce que Ségolène Royal précise ses positions et fasse des propositions claires. Est-ce qu'il y a encore du flou aujourd'hui dans les propositions de Ségolène Royal? Est-ce qu'il y a encore des thèmes, des dossiers à affiner? Vous savez, notre motion, elle est claire, elle est écrite. Et ensuite, il y a des thèmes qui doivent permettre le rassemblement, puisque dans toutes les motions, il y a des bonnes idées. Donc dans celle de Martine Aubry, il y a des bonnes idées. Et donc il faudra, le rassemblement, c'est se rassembler sur des idées, mais se rassembler aussi et essentiellement comme base de départ sur cette volonté commune de changer le Parti socialiste, son rapport à la société, l'ouvrir, créer une dynamique. C'est l'essentiel parce qu'ensuite, on va voir que finalement, il y a des talents partout et il y a des bonnes idées dans beaucoup de motions. Vous n'avez pas peur d'un front anti-Ségolène Royal? On n'a pas peur de grand-chose. On est là, on a la chance de pouvoir servir les citoyens, on fait de la politique. Vous voulez dire que vous n'avez plus rien à perdre? Non, c'est... Comment vous pouvez me dire qu'on n'a rien à perdre alors qu'on vient de gagner et d'être en tête? Non, ce que je vous dis, c'est qu'à aucun moment, notre engagement politique, les risques que l'on prend... font qu'on est habité par la peur. Au contraire, c'est beaucoup de conviction, mais là, par exemple, ces tractations, et beaucoup ça vous de tranquillité, beaucoup de sérénité. Est-ce que vous avez remarqué que depuis quelques mois, malgré quelques déchaînements autour de nous, et puis des observateurs qui se trompaient apparemment, vous nous avez vu perdre notre calme, notre sérénité, nos convictions? Non. Donc pourquoi maintenant on abandonnerait cette attitude? Et le PS, vous ne pensez pas qu'il peut ressortir encore plus affaibli de ces tractations? Non, mais c'est vous qui parlez de tractation comme quelque chose de... Non, là, il va y avoir des volontés de rassemblement. Alors, vous avez souvent reproché, à juste titre, le fait qu'il y ait des batailles d'ego, le fait qu'il y ait des éparpillements. Et maintenant, on vous parle de rassemblement et vous allez dire tractation... Mais on parle encore de personnes derrière ces rassemblements. Il y a toujours des personnes qui incarnent en politique, mais il y a là un vote sur des textes, sur des motions, et je suis certain que c'est ça qui a gagné. C'est les militants ont plébiscité que, au-delà des personnes, il y a une démarche, une dynamique, une pratique, parce qu'ils se souviennent de l'espoir qui a été suscité, impulsé au moment de la présidentielle. Ils se souviennent de ces moments où on était des milliers dans les réunions, en rond, à discuter avec des élus au milieu, qui se mettaient à aimer ça, c'était nouveau, ça les bousculait. Eh bien, cette flamme-là, on veut la rallumer, et je peux vous assurer qu'il y a une majorité de militants socialistes, d'élus socialistes, qui vont aimer à rallumer cette flamme. On se souvient que Ségolène Royal avait été désignée par 60% des militants socialistes pour sa désignation à la candidature à la présidence, 29% aujourd'hui. Elle a
elle a perdu quand même bon nombre de soutiens des militants socialistes. C'est quand même paradoxal ce que vous dites là, parce que chaque échéance, les militants, comme les citoyens d'ailleurs, quand on les interroge sur une élection législative, sur un maire, sur une présidentielle, sur un référendum, ils ont pas complètement les mêmes comportements et on juge les échéances en ce qu'elles sont. Bien. Et là, vous mélangez vous-même la désignation à une présidentielle où il y avait 3 candidats, où il y avait des courants issus d'un autre congrès, avec une situation qui a complètement changé, où certains qui étaient hier ensemble ne le sont plus, mais d'autres qui étaient séparés sont ensemble. Tout le monde a dit, et notamment, je garde en mémoire les paroles du premier secrétaire du Parti socialiste, qui, dans toute sa sagesse, le jour où on a déposé les motions dans ce Conseil national, a fait un discours en tant que premier secrétaire pour dire à tout le monde, la motion arrivée en tête, je la soutiendrai. Eh bien, c'est la logique, hein, c'est la logique. Et j'espère que cette logique va continuer parce que c'est la logique de responsabilité. Merci, on sera très attentif, David Attibouni, à ce qui va se passer dans les jours à venir maintenant, quelques jours de l'ouverture du congrès de Reims. Merci à vous. Notre deuxième invité sur ce plateau de Public Sénat, Jean-Marie Delarue, contrôleur général des prisons. Vous avez été nommé en juin et vous avez déjà effectué une vingtaine d'inspections sur les 5800 lieux de détention en France. Votre mission, elle est simple, veiller à la dignité des personnes emprisonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que être digne en prison aujourd'hui? Ça veut dire être une personne avec ses droits tels qu'ils s'attachent à la personne physique, d'une part, et puis aussi à ce qu'elle pense au respect de ses convictions. L'envers de ça, c'est ce qu'on appelle un peu de façon brutale le traitement inhumain ou dégradant. Bon, chacun a une idée de sa dignité, mais il faut aussi qu'il y ait des critères qui fassent que on ait le respect des gens. Et pour moi, la dignité, vous savez, c'est pas quelque chose d'abstrait. Je vais vous prendre 2 exemples. Un détenu qui me dit, dans le parloir où je vois ma famille, les surveillants crient tellement que mes enfants ont peur et ils veulent plus venir. Bon. C'est une violation de sa dignité. Deuxième exemple, quand un surveillant se fait injurier à longueur de journée parce qu'il fait bien son travail, c'est aussi une atteinte à sa dignité. Donc pour moi, la dignité dans les prisons, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre normalement comme ils ont droit. Alors, monsieur Delarue, dans quelques temps, vous allez rendre un premier rapport à la garde des Sceaux, Rachida Dati, avec, vous allez montrer vos priorités sur lesquelles les pouvoirs publics doivent maintenant travailler pour améliorer le sort des prisonniers. Quelles doivent être les priorités gouvernementales? Est-ce que c'est d'abord contrer cette fameuse surpopulation carcérale? Alors la surpopulation est un problème difficile, mais je dirais c'est pas le problème majeur, et je sais que là-dessus il peut y avoir des avis divergents. Moi je maintiens que le problème majeur c'est la détention elle-même. Et vous auriez aujourd'hui 50 000 détenus qui correspondent à autant de places qu'il y a en prison, à peu de choses près. Vous auriez toujours un problème de la détention. C'est pas agréable d'être en prison. Et il y a des gens qui vivent ça très mal. Et c'est si vrai que, on va peut-être en reparler, il y a beaucoup de gens qui sont angoissés, qui dépriment, qui souffrent d'affections mentales, qui portent atteinte à leur intégrité physique, etc., etc. Autant de malaise, autant de signes que la surpopulation est un facteur d'aggravation. Ça n'est pas la nature des problèmes carcéraux. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué pendant vos inspections ? Ce qui me choque, c'est précisément que nous sommes dans un rapport souvent très éloigné de la loi, alors que les prisonniers sont là en vertu de la loi. Je prends un exemple très simple. En cours de promenade, il peut se passer n'importe quoi. Un détenu peut être agressé, un détenu peut être roué de coups, un détenu peut être menacé. Vous avez assisté à ces scènes ? Je l'ai vu et on m'en a raconté. Bon, je l'ai pas vu, je l'ai vu sur vidéo, je veux dire. Je l'ai pas vu directement moi-même, mais j'ai des indications assez précises sur ce point. Le paradoxe, c'est qu'un détenu est condamné en notre nom, au nom du peuple français, au nom de la loi qu'il a méconnue. Il a rompu le pacte social, et dans cette vie si millimétrée qui est celle de la prison, il y a des coins de hors-la-loi fabuleux. C'est ça le paradoxe de la prison. Et ça, c'est pas tenable.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que ça ne soit plus le cas? Eh bien, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de lieu où la loi ne s'applique pas, y compris dans les rapports entre détenus, y compris dans les rapports entre détenus et surveillants, et y compris dans les rapports entre surveillants et détenus, si je me fais bien comprendre. Autrement dit, je crois que on n'a pas besoin d'une vie très millimétrée pour observer la loi. Je crois au contraire qu'il faut rechercher la détente en prison, la détente, c'est-à-dire les rapports confiants et normaux, sans les tendre à l'excès. Mais en revanche, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de menaces, il n'y ait plus de violence entre détenus, c'est insupportable. Est-ce que ça demande beaucoup de moyens pour parvenir à cet objectif? Oui, ça demande aussi, je crois, un changement de culture. Beaucoup de Français sont persuadés que plus on traite dur les détenus, mieux ça vaut, parce que comme ça... ils ont envie d'y retourner. Voilà, exactement. C'est le contraire qui se produit. Et il faut dire aux Français que là-dessus, leur conviction est erronée. Et moi, je soutiens que plus on est dur avec les détenus en prison, et comme d'ailleurs, par voie de conséquence, avec les surveillants qui les gardent, il faut le savoir, eh bien, plus la haine de la société prospère. Et par conséquent, il n'y a pas de valeur exemplaire de la violation de la dignité, pour reprendre la notion que vous employez tout à l'heure. Je crois exactement l'inverse. Et il y a beaucoup de gens qui sortent de détention, soit détruits, soit avec la vie, l'envie, pardonnez-moi, d'en vouloir encore plus à la société. Ça n'est pas possible du point de vue de ce que sont en droit d'attendre les Français de la prison. Alors, je le soulignais tout à l'heure, Jean-Marie Delarue, vous avez été nommé en juin. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une véritable volonté politique pour mettre à plat et pour parvenir à améliorer les choses dans les prisons? Alors moi, je peux pas distribuer les bons points politiques, c'est pas du tout mon objet. Ce que je sais, c'est qu'on m'a donné la liberté complète de travailler. Ça, c'est clair, et j'en rends hommage au gouvernement. Ah oui, ça, je me sens assez libre. Non seulement je me sens assez libre, mais j'ai les moyens de ma liberté. Hein. Autrement dit, la loi précise que je n'ai d'instruction d'aucune autorité, et je n'en ai demandé, rassurez-vous, à personne. Et si ils ont voulu prendre quelqu'un de dépendant en me nommant, ils se sont trompés. Donc je suis assez indépendant de nature. Mais en revanche, je crois effectivement qu'il faut s'attaquer à ce vrai problème. Et je dis aux politiques, peut-être que vous avez, vous, à convaincre l'opinion, plus que moi, qu'une politique de force. Je dis au sens de force où on employait quelquefois le vieux terme de maison de force. Bon. Je dis que cette politique-là, elle a fait son temps et qu'il faut passer à autre chose. Voilà la vraie question politique. Alors comment est-ce qu'on peut favoriser la lutte contre la récidive en prison ? Eh bien, je crois qu'il faut punir les détenus. Personne n'a de doute là-dessus. En tout cas, moi, j'en ai pas. Ils ont rompu le lien qui nous unissait tous. Bien. Mais il faut aussi les réinsérer, c'est-à-dire préparer leur retour dans la société. Et pour préparer le retour de la société, il faut faire deux choses. Il faut d'une part qu'il y ait le plus de liens possible de la prison avec le monde extérieur. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on lit pas les journaux en prison ? Pourquoi est-ce que... Alors, on vous regarde peut-être vous, mais c'est pas suffisant, il faut aller au-delà. Et deuxièmement, il faut faire en sorte qu'à la sortie, il y ait des relais pour que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes. Moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Et très rapidement. Oui, très rapidement. Un détenu sort de prison, on sait qu'il risque de recommencer, on lui prépare des choses, on lui prépare, et puis on cherche un logement. Manque de chance, il sort 15 jours plus tôt que les gens ne l'avaient pensé. Moyennant quoi, il n'a pas de logement à sa sortie, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir ses anciens copains, et comme ça, il va recommencer. Donc, il faut préparer la sortie. Lien avec l'extérieur, préparer la sortie. Merci beaucoup Jean-Marie Delarue d'avoir été avec nous et nous suivrons attentivement les recommandations de votre prochain rapport. C'est la fin de ce journal. À suivre, ne manquez pas Bibliothèque Médicis dans quelques instants consacré à la guerre de 14-18. Le 11 novembre, eh bien c'est mardi prochain. À suivre également à 20h30, ne manquez pas la première conférence de presse de Barack Obama en direct de Chicago. C'est à 20h30 et en direct sur Public Sénat, sur le site internet 24/24 Public Sénat. Un rendez-vous avec l'Amérique nouvelle à ne pas manquer. Très bonne soirée, très bon week-end à tous. Bonne soirée à tous.